Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, via Vosges, via Mirabel, Alsace 20 et Canal 32. Nous sommes aujourd'hui à Münster, non pas le célèbre village du fromage alsacien, mais en Lorraine, en Moselle plus précisément, qui est célèbre pour une autre de ses spécialités, et pas seulement l'abbatiale que vous voyez derrière moi, pour une autre spécialité, disais-je, la limonade. Je vous propose ainsi de découvrir l'entreprise Lorina qui produit depuis plus de 125 ans de la limonade artisanale qui est aujourd'hui vendue dans le monde entier. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Vincent Cantaloub est l'invité de Business. Il est directeur adjoint de l'usine Lorina qui produit chaque année plus de 38 millions de bouteilles de limonade et citronnade. En 2018, Lorina a rejoint le groupe danois Royal Unibrew, une reprise qui lui offre de nouvelles perspectives de croissance, notamment à l'export. Des perspectives et des ambitions de développement, la région Grand Est en a aussi pour le territoire. Pour les concrétiser, la région favorise et accompagne l'innovation sous toutes ses formes. Nous écouterons les éclairages de Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord en Alsace et en Lorraine pour le grand retour du service de table signé Annecy. Dans l'Aube ensuite avec la start-up Altisia qui met l'imagerie cellulaire au service de la qualité agroalimentaire. Dans les Vosges, enfin, avec l'atelier de réalisation électronique, une PME au savoir-faire reconnu dans le domaine des cartes électroniques pour les industries militaires et aéronautiques. Vincent Cantaloub, Lorina a une longue histoire à la fois locale et familiale puisqu'elle est restée dans la même famille depuis pendant plus de 100 ans. Elle a été créée en 1895 par ce monsieur-là, aux grandes moustaches, Victor Geyer. Exactement, donc même famille, même village, 4 générations de limonadiers, passage de père en fils, de fils en gendre, jusqu'à la dernière génération avec la dernière petite fille Geyer et son mari Yves Kessler qui a tenu la baraque jusqu'à il y a un peu plus de 20 ans. Alors dans les années 90, l'entreprise est reprise par Jean-Pierre Barjon. En 20 ans, il booste l'activité de l'entreprise qui passe de 500 000 bouteilles à 35 millions de bouteilles. Et puis en 2018, il la vend à un groupe danois, Royal Unibrew. Pourquoi cette vente ? Exactement. Lorina, c'est une pépite qui méritait encore de briller, encore plus que ce qu'elle faisait déjà. Monsieur Barjon l'a amené du coup, comme vous le dites, avec une croissance colossale, mais on arrivait à des freins. Le marché du CHR, le marché café hôtel restaurant est assez compliqué à pénétrer, des marchés export aussi à développer. Donc voilà, il était temps de pouvoir prendre une nouvelle main, un nouveau souffle et un nouveau petit coup de main pour nous développer. Voilà. Alors on va l'évoquer largement tout à l'heure, le présent et l'avenir de Lorina, mais je voudrais revenir sur le passé. Lorina ne s'est pas toujours appelée Lorina. Exactement, Lorina, de 1895 à 1945, c'était la limonade Geyer. Mais un des frères Geyer, qui a été marqué par la Grande Guerre et bien sûr par sa terre natale, la Lorraine, a voulu donner le nom à cette limonade, le nom d'un croiseur qui a sauvé une centaine de milliers de vies pendant la Grande Guerre, donc pendant la bataille de Dunkerque, pour les amener jusqu'en Angleterre, qui a été coulé par les nazis, et donc marqué par tout ça, il a créé cette marque emblématique, la Lorina. Voilà, comme un hommage. Alors, de toute cette histoire, mais c'est aussi le cas dans le présent, Lorina s'est toujours appuyée sur finalement à la fois un savoir-faire artisanal, mais aussi des recettes traditionnelles, authentiques, naturelles. C'est ça les clés du succès ? Exactement, c'est rester sur l'authentique, souvenir d'où on vient, mais également garder un ADN qui reste sur la même ligne, la qualité pour nous, des produits aussi artisanaux. Là-dessus, on reste sur cette même ligne. Ça m'amène une question toute bête. La limonade, c'est fait à partir de quoi ? De l'eau des Vosges, un peu de sucre, du gaz, de l'arôme naturel. Et le reste, c'est vous en fait. Juste avant d'aller voir votre ligne de production, quelques chiffres clés peut-être pour appeler l'importance de Lorina aujourd'hui. Aujourd'hui, Lorina, c'est, donc, comme vous l'avez dit, c'est environ 38 millions de bouteilles par an. C'est jusqu'à 12 formats répartis entre du verre et du plastique. C'est 50% de son chiffre d'affaires à l'export. Et c'est que le début. Et une centaine de personnes qui sont motivées et souvent très anciennes dans la maison. Exactement, pour certains plus de 20 ans. Et surtout, pour eux, c'est une famille. Hein. Lorina, c'est avant tout une famille. Donc voilà. Alors, on va aller voir comment se débrouille cette famille pour produire la fameuse Lorina qui va un peu partout dans le monde, en tout cas au moins la moitié de la production. On va en bas.
Vincent Cantalou, là on est devant la chaîne manuelle qui permet finalement de mettre les bouchons à la main sur les bouteilles qui sont finalement l'emblème de la limonade Lorina. Exactement, c'est la partie un peu iconique de Lorina, ce bouchon mécanique mis sur la bouteille. Là on est sur une entreprise de réinsertion EEI et donc avec une efficacité redoutable qui va venir monter, trier les bouteilles pour faire ce que vous en connaissez après. Il faut combien de bouteilles à l'heure? Ils vont venir vous faire sur une équipe de 8 heures jusqu'à 25 000 bouteilles. Et ça, c'est pour les bouteilles de combien? 75 centilitres? 1 litre? Ils vont faire les 75, les 1 litre. Et demain, ils vont nous faire aussi les 25 centilitres. Oui, est-ce que ça, c'est un nouveau produit que vous allez lancer? On va en reparler juste tout à l'heure. Un nouveau produit de 25 centilitres avec un bouchon mécanique. Exactement. La petite sœur de la bouteille iconique. Alors, on va aller voir sur une autre chaîne, on va aller voir le reste de la gamme, Vincent Cantalou. Exactement. Vincent Cantalou, pour se développer, Lorina a dû s'adapter, doit s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, aux nouveaux usages, aux nouveaux goûts qui sont sur le marché. Et vous avez pour ça développé finalement une véritable gamme. C'est plus seulement la limonade d'antan, c'est toute une gamme de limonades avec des parfums différents, des arômes différents, des citronnades aussi et des conditionnements différents. Expliquez-nous ça. Exactement. Donc du coup, nous, on va avoir maintenant deux types de conditionnements principaux, du verre et du plastique. Voilà, on a le verre, je crois. Donc là, par exemple, on va avoir la bouteille verre 33 centilitres qui va être destinée autant pour le marché export que pour le marché français, qui va aussi être un fer de lance pour le marché CHR également. CHR, café, hôtel, restaurant. Exactement. Et de l'autre côté, comme vous avez pu le voir, on va avoir la petite nouveauté, la première production d'ailleurs, sur cette bouteille de 1 litre sur du plastique. Voilà. Alors ça, on part sur des formats différents, mais également sur des packaging différents. On va partir sur des lots, sur parfois des box plus précisément. On va partir sur voilà, tout ça, les formats, les recettes. Et là, c'est une recette totalement nouvelle, c'est quoi? Exactement. Là, c'est citron gingembre. Donc on part sur des recettes avec du vrai jus, celle-là notamment. Donc ça, c'est ce que les consommateurs vont pouvoir déguster dans quelques semaines. Exactement. Vous êtes les premiers à les voir. On est les premiers à les voir, on les goûtera tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi une spécialité de bio. Exactement. Donc nous, on a cette notion de toujours pouvoir, non pas s'adapter au marché, mais pouvoir délivrer des boissons plaisir qui répondent à tout le monde. Le bio, pour nous, ça est parti aussi de notre ADN au final, puisque même sur les colorants à l'époque, on a toujours travaillé sur des colorants naturels. Donc partir sur le bio, pour nous, au final, c'était un chemin tout tracé. Donc on va travailler sur un sucre bio, pour le coup. Voilà, tout ce que le consommateur, tout ce qui répond à ses nouveaux besoins. Alors, j'ai dit tout à l'heure que l'entreprise avait été reprise par Royal Unibrew, un groupe danois, qui a décidé d'investir 10 millions d'euros en 3 ans. On a vu, je crois, certains de ces investissements, c'est non seulement des machines, mais aussi de la formation pour le personnel. Exactement. Donc là, comme vous avez pu le voir, très visiblement, quand on voit 2 nouvelles machines, ça se voit rapidement. Actuellement, on vient d'installer une nouvelle machine directement. On a doublé notre surface de stockage depuis l'année dernière. On est en train de doubler également notre capacité pour notre station d'épuration. Mais ça, c'est ce qui est visible. Dans le non visible, on passe aussi sur une formation du personnel importante. Qui dit machine, dit formation. On est très proche de notre personnel. Il est important de le qualifier. On a également investi sur des nouveaux systèmes informatiques. Le but, c'est de simplifier, de se professionnaliser dans tout ça. Et Royal Unibrew nous accompagne dans ce changement. Voilà, c'est le mot-clé, se professionnaliser, y compris en anglais, puisque l'export, on va y revenir tout à l'heure, c'est un élément très important chez Lorina. Exactement, donc pour la petite blague, nos salariés suivent des cours d'anglais pour s'améliorer justement, pour parler aussi avec nos nouveaux Danois, mais également voilà, c'est quand même plaisant de se dire je peux parler de ma limonade à l'international. Oui, parce que vous avez des grandes ambitions, et Vincent Cantalou, la région a aussi des grandes ambitions en matière de développement économique et elle fait le pari de l'innovation et l'innovation pas seulement dans les entreprises. Nous avons rencontré en janvier dernier Jean Rotner, le président de la région Grand Est, et nous lui avons demandé ce qu'était ce pari de l'innovation. Nous l'avions rencontré à Troyes. On l'écoute. L'innovation, c'est surtout aujourd'hui une dynamique régionale qui se manifeste sur les différents territoires. Ça, c'est important. Il y a un réseau et il y a une agence d'innovation, Grand Innov. L'innovation, c'est déjà ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur de l'échec et être en capacité d'être en rupture avec un certain nombre de systèmes, d'inventer, de créer, d'avoir un terreau qui fasse confiance et qui permette de croiser aussi certaines tribus.
Quand on est dans une école, on peut rencontrer un artisan. Quand on est un artisan, on peut rencontrer bien quelqu'un de la CCI qui va nous aider. Et petit à petit, il y a un système qui se met en place et qui dit là, cette idée, elle peut mûrir, elle peut croître, ça peut devenir une entreprise et demain, pourquoi pas, ça peut devenir une entreprise de taille intermédiaire ou même une multinationale. C'est la vie même de nos communes, de nos villages, de nos villes qui est concernée aussi par l'innovation. Je leur ai parlé aujourd'hui de plateformes Internet, d'être en capacité de venir en concurrence aussi de ce commerce mondial en proximité. Nous le faisons grâce au très haut débit qui permet aujourd'hui à tout le monde d'être relié au monde. Nous le faisons grâce à l'innovation médicale qui permet à travers un CHU de communiquer aujourd'hui et d'échanger aussi à travers la e-santé en lien avec le centre hospitalier de Troyes. L'innovation, elle est partout aujourd'hui dans notre vie. Nous devons l'accompagner, nous devons la transformer, nous devons la nourrir. Nous devons être surtout les plus performants dans ce cœur d'Europe qu'est la région Grand Est, autour de l'intelligence artificielle, autour de l'ensemble des transitions, la transition énergétique, la transition écologique. Elle fait aussi partie de l'innovation parce qu'elle crée des valeurs. Ce n'est pas simplement de l'écologisme. Aujourd'hui, c'est une transformation de nos vies. Et là, il faut que toute la société s'adapte et innove elle-même. Vincent Cantaloupe, on a vu dans l'interview de Jean Rotner l'innovation comme point important du développement. Chez vous aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est important. Comment vous faites pour innover sur des produits qui sont vendus à l'étranger? Comment vous prenez l'air du temps, l'air du goût à l'étranger? Alors, bon, là, évidemment, les services commerciaux qui nous remontent aussi les besoins des marchés, mais très important, on a notre propre service R&D en interne à Münster qui développe ces nouvelles recettes. Et donc, par le biais des retours et également de nos envies aussi, hein, ça reste une boisson de Moselle. On sait aussi ce qui nous plaît, les plaisirs qu'on a. Et donc, c'est avec ça, on s'adapte, on questionne le marché et on crée. Alors on va reparler encore une fois de l'export tout à l'heure parce que c'est très important chez vous, mais l'export, est-ce que c'est aussi un moyen de limiter, d'amoindrir l'effet de la saisonnalité parce que vous êtes une activité très saisonnière? Évidemment, la limonade, on en boit quand il fait chaud. En hiver, on en boit beaucoup moins. Qui dit conquérir des marchés de l'hémisphère sud veut dire décaler la saison et donc pouvoir limiter ou lisser cet effet de saisonnalité. Pour le moment, on le sent encore assez peu, mais comme vous le savez, l'export, c'est un fer de lance qu'on a pour les prochaines années. Ouais, on va y revenir. Vincent Cantaloupe, on va rester ensemble pour le reste de cette émission. On va continuer avec un tour d'horizon de l'actualité économique dans le Grand Est. C'est le retour sur l'actu. Vous avez peut-être dans vos placards ou dans vos armoires des assiettes, des plats, des théières à l'effigie des petits Alsaciens qui ont été créés en 1925 par Hansi. Eh bien, ces produits en faïence ont quasiment failli disparaître puisqu'en 2016, la manufacture alsacienne qui les produisait a mis la clé sous la porte. Et les bonnes nouvelles, cette production a repris depuis quelques mois seulement, non plus en Alsace mais en Lorraine, au cœur de la faïencerie de Lunéville-Saint-Clément, en Lorraine. Donc, un reportage signé Cécile Moutz pour Alsace 20. On les trouve dans tous les vaisseliers alsaciens. Ces scènes de vie, ces décors naïfs, ces personnages juvéniles et insouciants, c'est cela le service de table Hansi. Créé en 1925, cette collection d'assiettes, plats, tasses, arborant les dessins de Jean-Jacques Valls, aurait pu disparaître avec un arrêt de la production il y a 3 ans. Mais depuis l'ouverture à Colmar du village Hansi et de son musée, la demande était récurrente. Il fallait refaire vivre ces faïences. Ça fait partie de l'histoire de Hansi puisque ça fait partie vraiment de ce qu'il a fait le plus se connaître, on va dire, le plus diffuser. Ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est la fraîcheur, on va dire, des couleurs, la fraîcheur de ses personnages également, qu'Hansi a créé à cette époque qui était pourtant pas si souriante de l'Alsace. La marque Le Marché de l'Oncle Hansi, propriétaire du musée et des droits de l'œuvre de Hansi, s'est donc associée à une faïencerie pour rééditer ce service. Direction Saint-Clément en Lorraine. Depuis juillet, la manufacture de Lunéville redonne vie au personnage de Hansi. Chaque pièce arrive sous forme de terre avant de suivre un même parcours. Voilà. Moulées, les futures assiettes vont reposer avant de passer au four. Puis direction les ateliers et les petits Alsaciens entrent en scène. C'est des petits chromos qui sont donc sous ces formes-là qui sont découpés. On les met donc dans un bain d'eau et après ils sont appliqués sur l'assiette. Le logo est placé, puis le décor central et enfin les fleurs sur les rebords. Et après une dernière touche, le produit est fini.
Ici, déjà 3000 pièces ont été réalisées. Il y en a une que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'Alsace et la Lorraine réunies sur une assiette. C'est quand même formidable tout ça, maintenant qu'on est dans le Grand Est. La faïencerie de Lunéville-Saint-Clément est donc une des dernières faïenceries de France, si ce n'est pas déjà la dernière dans l'Est. Et donc il y a un savoir-faire qu'il faut garder. Et grâce donc à une nouvelle collection, ça étoffe notre gamme de produits. La collection de l'artiste colmarien représente pour l'instant 10% du chiffre d'affaires de la faïencerie lorraine. Et partager un repas avec Annecy n'est pas chose réservée aux Alsaciens. Les décors naïfs de Jean-Jacques Valls se vendent également dans certains pays asiatiques. Ils plaisent notamment en Corée. Vincent Cantaloup, on vient de parler avec Annecy du savoir-faire en termes de faïence, à la fois de l'Alsace mais aussi de la Lorraine. On est là au cœur du savoir-faire ancestral ça n'a pas l'air parce que ça fait plutôt industriel, mais c'est un savoir-faire artisanal. On a goûté le sirop initial de 1800, la recette de 1895. C'est là qu'est le secret de l'Orina. Exactement. Comme je vous l'ai dit, l'Orina, vous avez pu voir une partie un peu plus industrielle sur la partie packaging. La partie recette reste complètement artisanale. Donc là, c'est la seule partie qu'on pourra voir directement. Le reste se passe en haut par un siropier et restera la même depuis des années. Un siropier, c'est celui qui conçoit les sirops. Exactement. C'est le même principe qu'une recette de grand-mère. On suit la recette et on fait ça à la main avec un siropier. Alors il y a quelque chose d'important à noter, c'est que vous avez été racheté par un groupe mondial et danois à l'origine, mais vous restez très autonome et vous êtes toujours bien ancré en Moselle, en Lorraine, et c'est ce qui fait aussi l'ADN de l'Orina. Exactement. Moi, ce qui m'a marqué en arrivant en Moselle, c'est l'amour des Lorrains pour la marque Lorina. Et donc cet amour-là et cet attachement à la Moselle, c'est ce qu'on a voulu garder avec l'intégration fin 2018 du label Qualité Moselle, qui nous valide et qui confirme cet attachement à la Moselle, cet attachement aussi à Münster. Comme moi je dis souvent, on a beau être les propriétaires de Lorina, c'est la Moselle et les Lorrains qui sont propriétaires de Lorina au final. C'est eux qui en parlent le mieux, qui le défendent le mieux. Alors il y a un attachement physique et même visuel de Lorina à Münster, c'est sur vos bouteilles, et même y compris maintenant depuis peu sur les bouteilles en plastique, il y a l'abbatiale, la collégiale de Münster sur les bouteilles. Exactement, même la petite sœur garde la collégiale, la bouteille plastique garde la collégiale. C'est un attachement, c'est comme ça qu'on nous reconnaît aussi. C'est notre ADN, c'est nos racines. Vincent Cantaloup, on va continuer notre tour de l'actualité économique. Nous allons partir à Troyes, dans l'Aube, où est implantée depuis 4 ans une start-up, Altisia, c'est son nom, une start-up spécialisée dans l'imagerie cellulaire, une application qui intéresse aujourd'hui bon nombre de grands groupes agroalimentaires, mais aussi des laboratoires en Europe et aussi en Amérique du Nord. Explication dans ce reportage signé Christian Vera pour Canal 32. Il y a 4 ans, Andreas Locke a créé son entreprise Altisia. Ce laboratoire d'histologie permet de zoomer dans des échantillons de tissus biologiques jusqu'à l'échelle cellulaire. Très utilisé dans le monde médical, Andreas Locke s'est spécialisé dans 2 autres domaines. En histologie pure, c'est vrai que nous sommes plusieurs, mais quand on mixe les différents secteurs alimentaires plus biotechnologie, du coup là, nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes que 2 en France. D'origine troyenne, il s'est implanté face à la Technopole de l'Aube, où il trouve un appui pour son développement. Et l'entreprise à Technopole a réussi à créer cet emporte-pièces de 4 cm² qui nous permet de faire des prélèvements aisément, donc grâce à l'impression 3D. Premier domaine d'activité, le service aux industries de l'agroalimentaire. Les échantillons sont découpés en millièmes de millimètre, colorés, microscope et scanner permettent ensuite d'obtenir un agrandissement. Voici une fibre musculaire intacte. Superbe, magnifique, c'est ce que l'on cherche dans un escalope ou dans un filet intact, c'est cette image-là. Si on prend le filet de poulet et si on le broie, si on change de qualité, ici, un morceau d'os, du végétal, des protéines rajoutées, énormément d'os et de cartilage, visuellement ça ne se voit pas. L'histologie permet de voir ce qu'il y a dans le produit et la qualité de la viande. Ça peut être pour les industriels vérifier la chaîne de fabrication, ça peut être un moyen aussi de contrôler la qualité des produits qu'ils ont achetés. Ce que nous apportons en plus, c'est un service de qualité pour vérifier la conformité du produit. Parmi les 25 clients figurent des industriels, des instituts de recherche ou des laboratoires ayant besoin de sous-traiter. Nous sommes présents en Belgique, en Italie. On a créé maintenant un partenariat avec une entreprise canadienne et l'année prochaine avec les Américains. Ici, par exemple, vous avez des échantillons de poumons de souris. On essaie de déterminer, grâce à l'histologie, où en est le stade cancéreux à un moment T. Ici, une partie saine,
et ici la partie fibrosée qui se développe. L'histologie et l'imagerie nous permet de vérifier si un nouveau médicament fonctionne ou pas. Alticia a quasiment achevé la phase d'acquisition du matériel. Avant d'envisager des recrutements, Andreas Locke multiplie les projets en partenariat avec des PME auboises pour le partage d'images, l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec l'ambition de devenir un plateau technique de référence. Vincent Cantaloupe, on vient de le voir dans le reportage sur Alticia, l'international est une voie de développement pour cette start-up. Vous, ça n'est plus une voie de développement, mais c'est une voie de renforcement, puisque déjà, l'export, c'est 50% de votre activité. Exactement, donc nous ça a commencé en 97 notamment, le gros boom de l'export, avec un Oscar gagné aux États-Unis sur les meilleures boissons, soda directement. Un gros développement, aujourd'hui 50% de notre business se fait à l'export, et évidemment, c'est comme vous le dites, c'est une voie de renforcement colossal, puisque notre objectif c'est de doubler ce chiffre d'affaires d'ici les prochaines années. Alors on voit là sur la table, on voit une partie de votre gamme, et dans cette gamme il y a des spécificités que vous vendez à l'export. Par exemple, je crois la Pink là, qui est vendue aux États-Unis, c'est ça? Exactement, celle-ci c'est la Pink Grapefruit qui est en bio. Il faut savoir que la limonade clear, comme on l'appelle, la transparente, pour le marché export ne fonctionne pas. Pour eux, la limonade qui est transparente, c'est pas une limonade. Et donc on a dû travailler sur des limonades avec des nouveaux arômes, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de nouvelles couleurs, tout en gardant l'ADN. C'est-à-dire que là, par exemple, la couleur rose de cette Pink, ça va être la pellicule autour du raisin ou du cassis qu'on écrase, qui va donner cette couleur-là. Donc oui, ça reste naturel. On est toujours dans le naturel, hein, Exactement. Alors, doubler le chiffre d'affaires, ça veut dire sur les États-Unis, l'Asie aussi et l'Europe? L'Asie est friande de nos limonades, on en est très fiers. Donc voilà, c'est développer ce marché asiatique. L'Europe également, la présence de Royal Unibrew évidemment doit nous aider à nous développer dessus. Les États-Unis, il reste énormément à faire aussi. Donc voilà, le monde est à nous. Hein. Alors, justement, le monde est à vous aussi grâce un peu à Royal Unibrew qui est implanté un peu partout dans le monde. D'ailleurs, vous avez un bureau, une agence à Miami dont les bureaux sont quasiment en face de ceux de Royal Unibrew. Alors c'est ça, pour l'histoire, après le développement et l'explosion du marché US il y a dans les années 90, on a créé un bureau à Miami et l'histoire fait que c'était les voisins du bureau américain de Miami de Royal Unibrew. Donc aujourd'hui tout le monde est réuni dans le même bureau. Voilà, ils vont nous aider, mais bien sûr on gardait déjà cet appui là-bas aux US. Alors, suite et fin de notre périple économique régional, Vincent Cantaloupe, nous partons dans les Vosges, à Raon-l'Étape plus précisément, voir ARE pour Atelier de réalisation électronique. Cette PME de 25 personnes fabrique des cartes électroniques pour des clients tout aussi prestigieux qu'exigeants. Obligation 0 défaut, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Marie-Danielle Rogovitz pour Via Vosges. Précision et perfection de rigueur. Dans cette PME installée sur la zone d'activité de Raon-l'Étape, l'atelier de réalisation électronique, ARE, est une société discrète mais au savoir-faire reconnu. On y fabrique des cartes électroniques. Ce sous-traitant, fort de ses certifications industrielles, travaille pour de nombreux clients car il peut répondre à des commandes de classe de niveau 3. Et aussi, notre valeur ajoutée, c'est surtout d'avoir des certifications IPC sur des postes clés au niveau de l'entreprise. Alors quand je dis postes clés, c'est pas un ou deux, c'est quasiment sur la totalité des postes. Et aujourd'hui, on sait répondre à des besoins de classe 3. Donc on travaille avec des normes drastiques qui sont certainement imposées au niveau du militaire, de l'aéronautique et puis des domaines qui sont très très sensibles. Parmi notre panel de clients aujourd'hui, on a des gens très très prestigieux. On travaille avec des grands groupes, des très grands groupes d'ailleurs. Par exemple, General Electric fait partie de notre panel de clients. Une prestation de haute technicité confiée aux 25 collaborateurs, dont une large majorité de femmes. ARE dispose également de lignes de production haut de gamme et les rayons X assurent le 0 défaut dans les soudures des composants. Sur ce type de carte, je regarde ici si toute la soudure est bien remontée. Donc là, on voit bien que ici c'est tout complet. Et ce point-là est très particulier, il est très dur à souder en fait, et c'est ce point que je contrôle à 100%. Le jeune ingénieur qui a racheté et dirige la société depuis juillet veut accroître ses marchés et propose l'expertise du bureau d'études à des TPE. Il veut également optimiser cette machine rare de tropicalisation qui applique un vernis protecteur sur les cartes. Là, sur des cartes qui vont à l'extérieur, si la carte n'est pas vernie, vous allez la mettre peut-être pendant 2-3 mois. ARE fait dans le sur-mesure. Sa réactivité ne craint donc pas la concurrence asiatique. On va lancer de la production d'une petite série
une dizaine ou une vingtaine ou une centaine de cartes. À partir de là, si on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la production, aussitôt on va alerter notre client, on va bloquer notre ligne de production exceptionnellement, de façon à ce que lui puisse rectifier, donner son avis, etc. Vous envoyez un dossier en Asie, il est faux, ils vous produisent 3 millions de cartes, vous les mettez à la benne. Le carnet de commandes est prometteur, une extension des locaux est envisagée ainsi que des embauches, notamment de 2 techniciens et 3 ingénieurs. Vincent Cantaloube, on vient de voir dans ce reportage avec ARE que leur objectif c'était 0 défaut. Je suppose que c'est aussi le vôtre ici? À nous, c'est le fer de lance de tout. Des contrôles en ligne, hors ligne, automatique ou humain, sont faits tous les jours. On a également une traçabilité qui est cruciale, que ce soit le suivi de l'approvisionnement jusqu'à la sortie. Tout doit être regardé. C'est notre engagement avec nos clients et c'est un contrat qu'on respecte et qu'on veut respecter. Alors un contrat qui peut vous amener loin. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin justement. Dans 5 ans, vous voyez l'entreprise Lorina comment? Alors moi, ce que je veux, c'est que Lorina soit devenu un acteur incontournable. On parlait tout à l'heure du café hôtel restaurant. Voilà, moi, des Lorina, je veux en voir partout. Pour nous, comme je vous l'ai dit, Lorina, c'est une famille et c'est devenu une passion. Et donc notre pétillante passion, on veut qu'elle rayonne partout en France et à l'international. En voyageur, en globe-trotter, je veux pouvoir boire une Lorina à l'autre bout du monde. C'est ça mon rêve. La Lorraine partout dans le monde. Exactement. Eh bien, merci Vincent Cantaloube d'avoir participé à Business. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de votre magazine économique régional. À bientôt.